Monsieur Lister, quelle est la part spécifique de la psychologie des profondeurs, d'une part à la psychologie sociale et d'autre part à la publicité? Bon, je crois que c'est une chose qui est très importante parce que très souvent nous disons à quelqu'un de se comporter d'une certaine façon sans d'abord analyser quelles sont ses vraies raisons. Seulement si on connaît les vraies raisons dans le domaine social, par exemple, est-ce qu'on peut vraiment avoir du succès? On peut dire à quelqu'un de ne plus fumer, de ne pas conduire de grandes voitures, mais si on ne connaît pas la raison pour laquelle on utilise les grandes voitures, on n'aura pas de succès. Dans la publicité, c'est exactement la même chose. Alors, nous faisons la différence, la distinction entre les motivations de pourquoi et les motivations de comment. Et si vous ne savez pas le pourquoi, vous ne pouvez pas décider ou choisir les vrais comment. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'appliquer les principes psychanalytiques à la publicité? Comment ça a démarré, cette idée-là? En commençant, oui, une des premières études que nous avons fait, c'est pour la Chrysler Corporation, sur la psychologie des voitures. Et ils voulaient savoir pourquoi et comment les gens achetaient des voitures. Si on pose des questions directes, pourquoi est-ce que vous achetez telle ou telle marque de voiture, vous recevez normalement une explication pseudo-psychologique, soi-disant psychologique et logique. Mais en vérité, il y a des raisons complètement différentes qui sont très souvent subconscientes. La voiture est une extension de la personnalité, c'est un symbole de virilité pour l'homme. Pour la femme, c'est le sang sur le corps. Et la connaissance de toutes ces choses-là nous a permis de développer des campagnes complètement différentes. Par exemple, si on demande à un Américain normal, maintenant c'est un peu mieux, si vous voulez appeler mieux, qui a fait la décision d'acheter une telle marque de voiture, il dira immédiatement, naturellement c'était moi. Alors, une explication de notre méthode est la suivante. Nous avons dit, oui, je sais bien, mais racontez-moi détail par détail ce que vous avez fait. C'est vrai, nous sommes allés dans notre voiture d'une agence à l'autre pour pour pouvoir décider qui va nous donner les meilleurs prix. Pour regarder les différents modèles, et puis nous sommes allés, il continue de dire, d'utiliser le mot nous. Alors on interrompt, on dit, tiens, c'est très curieux, vous avez dit, c'était vous qui a pris la décision. C'est pourquoi? Oui, c'est vrai, mais j'ai entendu, vous utilisez tout le temps le mot nous. Ah oui, j'ai oublié. Ma femme m'a accompagné. Alors c'est une des explications simples où nous trouvons, nous laissons parler l'homme, la femme, le client, le consommateur, pendant 2-3 heures. C'est une application de mini-psychanalyse, si vous voulez. On n'utilise pas une chaise longue, mais on lui donne, si on laisse parler quelqu'un assez longtemps, on peut lire entre les lignes, on peut écouter avec le troisième oreille, comme nous l'appelons dans la psychanalyse. Et c'est à nous de faire le diagnostic et pas demander au consommateur pourquoi il a fait telle ou telle chose. C'est aussi, j'ai commencé avec ça il y a presque 40 ans parce que j'ai découvert que dans les études psychologiques, aussi dans des sondages d'opinion publique, des études de marketing, etc., on faisait toujours, on les fait encore, cette erreur, où on demande au consommateur, au client, de se diagnostiquer lui-même. C'est aussi idiot comme si un médecin demandait à son patient de lui expliquer pourquoi il a mal à la tête. Il lui donnera une explication, mais ça très loin de l'explication scientifique. Il peut même écrire un livre sur les raisons, mais d'une telle ou telle maladie, l'étiologie d'une telle ou telle maladie, mais ce sera seulement un livre sur les explications naïves, préjugées d'un homme laïque, si vous voulez, et pas
un tome, un livre scientifique. Mesdames! Est-ce qu'on doit conclure de votre exposé que finalement, pour le publicitaire, seules les données qualitatives sont signifiantes et que les données quantitatives le sont Non. peu ou pas? Non, pas du tout. Très souvent, les données qualitatives sont liées aux données quantitatives aussi. Mais il est très important de savoir qui sont les vraies données, les vrais faits. Parfois, vous pouvez trouver par exemple statistiquement que des jeunes gens préfèrent mettre des vêtements spéciaux. Mais c'est pas forcément la classification, la jeunesse n'est pas forcément la vraie classification. Ça peut être une classification complètement différente. Ce sont des gens qui sont close conscious, qui sont très proches, qui sont aficionados pour les vêtements. Et cette classification-là peut être liée aux jeunes gens beaucoup plus qu'aux gens plus âgés. Mais ce n'est pas la jeunesse qui est la cause déterminante. C'est l'attitude vis-à-vis des vêtements. Que pensez-vous, M. Dichter, des affirmations de bon nombre de défenseurs des intérêts des consommateurs américains, dont Ralph Nader, qui affirment que la publicité doit d'abord et avant tout être informative et que finalement, lorsqu'on parle de persuasion, on devrait plutôt parler de manipulation du consommateur? Moi, personnellement, je crois que c'est une philosophie assez naïve parce que la majorité des études psychologiques montrent qu'une information concrète et directe est un des moyens pas efficace du tout, moins efficace de tous pour influencer les gens. Nous avons eu pas mal de problèmes quand nous étions engagés par exemple par American Motors à aider à vendre le Rambler, qui était une voiture qui aurait fait plaisir aux Nader, qui était une voiture très pratique, sans énormément d'écran, de décoration, etc. Ça n'a pas réussi du tout parce que les gens n'acceptent pas l'information directe et seule n'a pas de force. Nous devons toujours embellir, même dans la vie quotidienne. J'ai travaillé pour un sénateur, Hart, qui était très intéressé dans la psychologie de l'emballage. Alors, je lui ai proposé l'idée d'une jeune fille qui devrait être absolument vraie dans son attitude, devrait montrer à son fiancé, par exemple, une photo à 6 heures du matin, prise à 6 heures du matin. Voilà la photo de moi-même, c'est mon vrai visage. Probablement, elle ne se marierait jamais. Récemment, on a fait une étude sur une compagnie américaine, Armour Dial. Voilà, c'est un peu une chose qui plaira à Nader. On a mis une photo du savon de l'intérieur à l'extérieur de l'emballage. Et alors là, au moins, on peut se convaincre ce qui est dedans. Et d'ailleurs, aussi, une chose qui est faite de plus en plus par des compagnies, c'est de mettre le poids, une description du contenu. Mais malheureusement, le consommateur ne lit presque jamais. La seule chose que le consommateur lit, c'est les contenus alcooliques d'un whisky, d'une bouteille de whisky. Il était particulière d'enquête ou d'investigation. Est-ce que la psychologie des profondeurs a-t-elle permis d'apporter à la publicité? Alors, nous avons utilisé des méthodes de psychoanalyse, comme je viens de dire. Nous commençons d'abord avec une hypothèse. L'hypothèse, nous nous demandons qu'est-ce que peut être l'explication d'un tel comportement. C'est un peu comme, je m'appelle parfois le Peter Falk, Columbo de la psychologie, et je crois que chaque savant, chaque chercheur doit jouer ce rôle. Alors l'hypothèse vient de la créativité, de l'expérience, des autres études que nous avons faites. C'est un peu l'application de l'anthropologie
Si un anthropologue de, je sais pas, du planète Vénus vient de l'intérieur sur la Terre, et il observait des choses très curieuses sur des animaux curieux qui courent autour de lui, il veut savoir, il veut comprendre. Alors la dernière chose qu'il ferait, c'est demander à ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font? Il lui donnera peut-être des réponses, ou il lui dira, bah, c'est pas, ou une réponse, une explication très, très superficielle. Alors, et moi, au lieu, donc je suis un anthropologue, au lieu d'aller à la Nouvelle-Guinée ou Papua ou Samoa, je trouve pas mal de sauvages ici, probablement aussi au Québec, à New York, pas n'importe où. Et alors nous avons pas mal d'habitudes et coutumes qui sont très curieuses. Ce qui m'a motivé, c'est une autre question qu'on m'a demandé très souvent, comment est-ce que j'ai commencé. Comme chaque savant, c'était intéressant et intéressé à savoir pourquoi est-ce que nous faisons telle ou telle chose, pourquoi est-ce que les femmes mettent des rouges à lèvres, pourquoi est-ce qu'il y a maintenant même des hommes qui mettent des boucles. Des boucles d'oreilles, oui. Boucles d'oreilles. Ouais. Les méthodes spécifiques, comme je dis, c'est d'abord d'établir des hypothèses. Et une fois les hypothèses établies. Et une fois l'hypothèse établie, alors nous développons des indices, nous faisons des expériences dans le laboratoire, nous posons des questions, mais pas de questions directes. C'est un peu comme si on faisait de la recherche du cancer. Alors il y a une hypothèse que le cancer peut être causé par tel ou tel procès. Ouais. Et puis je dis, si mon hypothèse numéro 1, 2 ou 5 est vraie, je devrais observer telle ou telle chose. Nous prenons une centaine, 200 personnes. Prenons l'exemple de la voiture. Alors, une de mes hypothèses était que la première voiture, qui est l'américain, je parle toujours d'une culture spécifique. C'est différent en Europe, la voiture joue un rôle un peu différent, pas complètement, mais alors j'établis l'hypothèse que la première voiture que quelqu'un a possédée a une signification complètement différente de toutes les autres voitures. Et en général, cette voiture, c'était le cas, était très, très vieille et pas très chic. Et c'était la voiture, la chose qu'on achetait avec son propre argent. Alors, je me dis, probablement c'est un type de, c'est un rituel de puberté, si vous voulez. Alors, et quand j'ai établi cette hypothèse, je dis, si cette hypothèse est vraie, je devrais observer parmi des gens choisis par hasard, centaines, 200 personnes, qu'ils se rappellent beaucoup plus de détails de cette première voiture. Ils parlent de cette première voiture d'une manière beaucoup plus émotionnelle. Ils rêvent toujours de cette voiture. Même si s'il y a une vingtaine d'années qui sont déroulées, passées. Alors, pour contrôler, je commence avec une cinquantaine de personnes. Et je laisse parler de leur dernière voiture, la voiture qu'ils ont maintenant, et je trace. Remonte dans le temps. Oui. Jusqu'à ils arrivent à la première voiture. L'autre moitié de mon échantillon, je commence sur la première voiture. Et finis avec la voiture à présent. Et j'ai trouvé que c'est vrai. N'importe avec qui je parle, il se rappelle toujours tous les détails de cette première voiture. Donc, le problème pour lequel, le résultat pour lequel je suis payé, et qu'est-ce qu'on fait avec un tel résultat? Ouais. Ce que nous avons fait avec ça, c'est de montrer une vieille voiture dans l'annonce. C'était la première fois, c'était jamais fait avant, et les headlines disaient, est-ce que vous vous rappelez? Êtes-vous d'accord avec Vince Packard? On puisse changer les attitudes des consommateurs. Et si oui, est-ce que finalement Vince Packard n'a pas raison de parler dans ces cas-là d'une certaine forme de viol des consciences, lorsque la publicité en arrive à changer les attitudes des consommateurs? Oui, jusqu'à un certain point, mais le désir doit exister avant. On peut le ressusciter ou on peut avancer aux surfaces. Mais si le désir n'existe pas,
on peut pas réussir avec la publicité. Monsieur Lichter, est-ce que votre rapport à la publicité, à l'évolution de la publicité depuis les dernières 30 années n'a pas fortement contribué à développer la société de consommation à outrance ou une société de surconsommation qu'on connaît actuellement? Je crois que ça aurait été développé sans ou avec moi. C'est plutôt basé sur le désir humain. Une chose qu'on ne comprend pas très bien, que quand il n'y a pas de limites pour les désirs humains, c'est pas comme une disque, si on coupe une telle tranche et il ne reste que la moitié ou le quart, c'est beaucoup plus comme un ballon, vous voulez. Si vous avez satisfait du désir visuel, comme avec le cinéma, vous désirez encore d'avoir des choses additionnelles, comme la télévision. Avec la télévision, maintenant, ce spirale va se tourner, vous aurez des vidéodisques et de nouveau, des films sont devenus beaucoup plus populaires qu'avant. Alors, le désir humain, comme je dis avant, il se développe tout le temps. Diagnostic automatique. Considérez-vous la publicité comme un moteur de l'économie nord-américaine et de l'économie en général? En général, oui, je crois. Je crois qu'il y a une dichotomie, il y a une ambivalence. D'une façon, on nous dit on ne doit pas dépenser l'argent, et d'autre part, du moment que nous, toute la récession, dépression que nous avons encore, surtout en Amérique, est basée sur la résistance des consommateurs. Alors on fait les deux choses, on le menace, on lui dit il ne faut pas dépenser de l'argent, en même temps on lui dit dépenser de l'argent. Alors donc je crois que la publicité bien dirigée est une des vraies sources de notre économie. D'ailleurs, ça existe aussi derrière les rideaux de fer. Vous avez aussi des agences de publicité, j'étais là plusieurs fois. C'est très curieux parce qu'ils posent exactement ils m'ont demandé par exemple qu'est-ce qu'on fait pour motiver les gens, les ouvriers, de travailler plus. Comment augmenter la productivité. En résultat, ma réponse devait être exactement la même que je dois donner ici. Aussi, donc que vous avez une économie libre, il n'y a pas trop de danger. Moi, je suis absolument contre les monopoles, et quand il y a une compagnie est devenue tellement grande qu'elle peut dominer tous les médias et a un tel budget de publicité que tous les autres n'ont pas de chance, là, vous avez un danger. Mais là, tout ce que vous pouvez faire, et c'est pas mal, c'est d'utiliser, appliquer des lois. Et ça a commencé déjà avec, dans le temps de Roosevelt. Et comme vous savez, on lutte toujours. Qu'est-ce que vous... on puisse changer les attitudes des consommateurs? Et si oui, est-ce que finalement Vince Parker n'a pas raison de parler dans ces cas-là d'une certaine forme de viol des consciences, lorsque la publicité en arrive à changer les attitudes des consommateurs? Oui, jusqu'à un certain point, mais le désir doit être déjà, doit exister avant. On peut le ressusciter ou on peut le avancer aux surface. Mais si le désir n'existe pas, on peut pas réussir avec la publicité. Des gens qui, comme Vance Packer, par exemple, dans plusieurs volumes, dont un, La persuasion clandestine, ont attaqué assez durement, même très durement, les théories que vous avez mises là. Comment est-ce que vous réagissez à ces critiques-là? Oui, d'abord, personnellement, il m'a aidé énormément, mais c'est une autre chose. Ça veut dire, c'est peut-être déjà une explication intéressante, parce que l'attaque était interprétée par pas mal de gens comme une défense de mon travail. D'ailleurs, il était copywriter lui-même. Alors, c'est une réponse, si vous voulez, personnelle. Je crois qu'il exagère. C'est pas une personne clandestine, je parle maintenant. J'écris pas mal de livres sur ce sujet, je donne des conférences, des séminaires. Je crois plutôt qu'on devrait avoir beaucoup plus de méthodes de développement de la persuasion, conviction, si vous voulez. Un de mes livres s'appelle
conviction au lieu de persuasion. C'est pas vraiment persuasion, parce que tout ce que nous faisons, c'est d'utiliser des désirs latents qui sont déjà, qui existent déjà dans le public. C'est très difficile, si pas impossible, comme dans l'hypnose. Vous ne pouvez pas hypnotiser quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire d'abord lui-même. Alors tout ce que nous faisons, c'est d'établir contact entre les consommateurs et les fabricants, et parfois, naturellement, pour augmenter les ventes, si quelqu'un veut exprimer sa puissance par moyen d'une voiture, alors on donne des noms agressifs, des animaux comme Jaguar, Caguan et les autres noms. Vous les connaissez. Les cougars, oui, c'est ça. Les cougars, etc. Pour motiver les gens d'acheter une voiture. Vous avez dit tout à l'heure que... Est-ce qu'on dirige finalement une explication systématique des différentes méthodes psychologiques en publicité, ou est-ce que ces méthodes-là tendent à gagner du terrain actuellement? Oui, on continue, heureusement pour moi, on continue de l'utiliser. Moi, je fais la différence, la distinction entre des méthodes descriptives et des méthodes interprétatives. Alors, description est très nécessaire si vous voulez savoir combien de vêtements quelqu'un possède, combien d'argent est-ce qu'il dépense dans l'année, etc. C'est descriptif. Mais si vous voulez savoir pourquoi il préfère tel vêtement, pourquoi il a acheté tel savon, n'importe quoi, vous devez, comme je le disais au commencement, interpréter vous-même, basé sur des hypothèses, les motivations, au lieu de poser des questions et attendre à ce que le client, le consommateur, les respondents, nous l'appelons, vous donne l'explication, le diagnostic automatique.